might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. Bonjour, très heureux de vous accompagner pour ce nouveau numéro de 100% Culture. Alors on se trouve devant la Filmothèque du quartier latin à Paris qui diffuse le meilleur du cinéma classique et contemporain. On se retrouve dans un instant à l'intérieur, mais tout de suite, voici le sommaire de votre magazine. Le street art en plein boom, vous allez découvrir ces artistes qui font de la rue leur propre galerie d'art. Reportage exclusif dans l'école de la Cité. Cette formation créée par Luc Besson permet à chacun de tenter sa chance dans ce Hollywood à la française. Ce sont les nouvelles stars du web, ils cartonnent avec leurs vidéos. Une de nos équipes a rencontré Norman et Hugo tout seul. Vous connaissez leur voix, beaucoup moins leur visage. Comment opèrent les voix off et quelles sont leurs méthodes? Réponse dans cette édition. Elle donne la réplique à Julia Roberts et lui donne de sa voix pour Brad Pitt ou encore Ben Affleck. Céline Monsara et Jean-Pierre Miquel seront avec nous pour l'interview des 5 dernières minutes. Imaginez un cadre de vie débordant de fresques murales, c'est l'objectif du street art. Souvent considéré comme du vandalisme, ces peintures métamorphosent des quartiers oubliés en véritables galeries d'art à ciel ouvert. Ces peintres de rue commencent à vendre leurs œuvres. Thomas Porlon et Alexandre Abia ont rencontré certains de ces artistes à Deuil-la-Barre, dans le Val d'Oise, ainsi que dans la capitale. Deuil-la-Barre, en région parisienne. Nelson de Faria, street artiste de 23 ans, nous accueille dans un local de son quartier. C'est ici que cet amateur s'entraîne à peindre et trouve son inspiration. C'est une salle pour quartier, pour les enfants, pour les aides aux devoirs et tout. Et puis moi, en fait, je m'occupe de la décoration à l'intérieur. Donc là, je suis resté sur un thème pour les jeunes. J'ai fait en sorte de mettre tout ce qui était personnages, bande dessinée, etc. Nelson peint et dessine depuis l'âge de 16 ans. Il multiplie les petits boulots et vend quelques-unes de ses œuvres à des particuliers grâce au bouche à oreille, en attendant peut-être de percer. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de monde qui fait ça aussi. Donc il faut vraiment se démarquer pour faire la différence et pour vendre ses produits. Grégos, lui, est un artiste urbain reconnu. Son truc à lui, c'est de déposer des moulages de son visage sur les murs de la capitale et d'ailleurs. C'est tout mon matériel. Comme je bosse chez moi, j'ai ça tout dans ma malle magique. Ancien chauffeur poids lourd, c'est un peu par hasard qu'il est arrivé au street art. J'en suis venu au street art en 2006 pour pousser un coup de gueule dans la rue. Contre des jeunes qui sortaient des cours et qui discutaient jusqu'à tard le soir dans l'impasse où j'habitais à Pigalle. Et comme je travaillais de nuit, j'avais besoin de dormir le jour et ça résonnait pas mal, j'arrivais pas à dormir et j'ai collé un de mes visages qui tirait la langue. Depuis ce premier masque, plus de 500 autres visages ont été collés sur les murs du monde entier, avec à chaque fois une signification particulière. C'est mes humeurs de tous les jours, c'est mes visages, c'est moi. C'est ce que je pense, c'est ce que j'ai envie de dire. Quand j'étais à l'époque jeune et con, notre tag, c'était notre signature, notre marque. Là c'est un peu la même chose. On allait taguer avec différentes calligraphies. Là, je colle mon visage, ma signature avec différentes expressions. Pour Grégos, la réussite passe par ici. La galerie Ligne 13, l'une des premières à s'être spécialisée dans l'art de rue. C'est lors de vernissage d'autres artistes du milieu que Grégos rencontre Arnaud de Saint-Preux, le gérant de la galerie. Depuis, ses œuvres ornent les murs. Il y a une espèce de parcours en parallèle qui se ressemble un peu, puisque nous on s'est installés, lui a commencé à beaucoup poser ses masques dans la rue, et puis son travail a évolué jusqu'à faire une exposition, un solo show à partir des masques qu'il a adaptés pour pouvoir créer des œuvres originales, comme celle que l'on voit derrière, et un titre d'information. Depuis qu'il a quitté son emploi de chauffeur, Grégos se concentre uniquement sur son art. Sa dernière œuvre s'est vendue à plus de 700 €. Ça fait quelques mois où j'ai que ça en rentrée d'argent, on va dire. Donc maintenant, oui, je vis à peu près de mon art. Jamais je me serais imaginé que j'allais avoir mon travail qui soit exposé et vendu dans plusieurs galeries.
Outre l'aspect financier, Grégos est aujourd'hui devenu un autre homme. Mon art de rue m'a changé. Le fait d'exposer aussi, je suis devenu plus mature, on va dire, ça m'a rendu plus mature. Arnaud de Saint-Preux se revendique passeur entre les artistes, dont les œuvres sont souvent éphémères, et les acheteurs. Des collectionneurs d'art au simple curieux viennent lui acheter des œuvres qui vont de 300 à 2000 euros. À lui alors de dénicher les talents. À l'occasion de rencontres diverses et variées, on trouve un travail qui nous plaît ou un artiste avec qui on sent des atomes crochus. Donc il n'y a pas de règle générale. Ça peut venir de l'artiste, ça peut venir de nous, ça peut venir aussi de gens qui, comme ils suivent le street art, nous donnent un repérage sur un artiste particulier. Pour la suite, Grégos confie travailler sur un gros projet. Sans vouloir en dire plus, il vous conseille de garder un œil sur les murs. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel. Vous pensez que le cinéma est fait pour vous, alors le reportage qui va suivre va vous intéresser. Inaugurée l'année dernière, l'école de la Cité est sortie de terre comme un Hollywood à la française. C'est le projet incroyable de Luc Besson, celui de s'essayer à une formation dans le monde du 7e art, que l'on soit étudiant en médecine, en commerce ou encore avocat. L'école de la Cité, dernière porte vers le cinéma, c'est un sujet de Cassandra Ameg et Maxime Castelli. Bawal, 24 ans, était facteur il y a encore quelques mois. Aujourd'hui, ce passionné de cinéma est élève en première année de scénariste à l'école de la Cité, une école qui séduit les élèves par sa singularité. Ce qui me plaît dans cette école, c'est qu'elle est ouverte à tout le monde. C'est vrai que ça, c'était une bonne chose. Je pensais vraiment pouvoir être pris grâce à ça, en fait. Et elle juge plus sur la motivation que justement sur les diplômes et le parcours, quoi. C'est plus ça qui m'intéressait. Donc moi, ce que j'attends de l'école, c'est vraiment d'avoir une formation complète en scénario. C'est ça que je cherchais aussi, vraiment être vraiment paré à être un bon scénariste et pouvoir ensuite, ce que je veux, c'est pouvoir ouvrir ma propre société de production, en fait, pouvoir produire mes propres films. Professionnaliser au mieux ses étudiants, c'est l'objectif de l'établissement. Du coup, on favorise les spécialistes du métier aux professeurs. Je pense que la présence d'intervenants professionnels, c'est beaucoup mieux. Ça fait qu'on est plongé directement dans le milieu, dans les attentes du marché, quoi. C'est vraiment parfait. Nouveau décor, nouvelles exigences. Si les élèves manquent au départ de pratique, ils n'en restent pas moins ultra motivés. Rachid Dibou, intervenant, est là pour les aider. Au programme aujourd'hui, mise en lumière sur les techniques d'éclairage en interview. Les gars, vous me le faites le branchement? Oui, on le fait où? Bah ici. Une chaise ici, pile poil là, à la cool. Et puis C'est quoi que tu veux, le mandat? une chaise pour l'intervieweur. Moi, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est de les voir après les cours et me dire tiens, viens, on va s'entraîner à ça, tiens, je sais faire ça, tiens, j'ai un projet ce week-end, tu veux tourner avec moi, j'ai besoin d'un chef-op, tiens, tu fais le clap, peut-être faire la mise en scène, ok, d'accord, tiens, il nous faut un décor. C'est un automatisme pour moi, c'est normal. L'envie, tu peux pas la communiquer, ton envie, elle est à l'intérieur, ta passion à l'intérieur. Si tu qu'au bout de 2 ans, tu dis bon, j'ai fini mon école, ciao. C'est con pour toi. À cet endroit, tu as des contacts, fais-le. Propose des choses. Qui dit qu'on va pas t'accompagner? Qui dit qu'on va pas te trouver quelque chose? Si tu ne proposes pas, il se passera rien. C'est le truc qu'on peut pas faire, c'est proposer à la place de la personne. Un seul mot d'ordre, oser. Pour le réalisateur Dalal Police d'État, sa mission est simple, donner envie aux élèves de prendre des risques. Moi, mon boulot en tant qu'intervenant, c'est de leur donner les possibilités de le faire. Et qu'ils arrêtent de dire ouais mais je peux pas. Voilà. Ça veut dire que leur dire mais écoute, hier tu as mangé en face du chef-op là, qui est juste là en face. Donc tu as besoin de conseils, c'est ce mec-là. Des fois je les jalouse. Bien sûr je les jalouse. Parce qu'ils arrivent ici, le lendemain ils sont sur le film de Luc en stagiaire. Le film de Luc, quoi, c'est Scarlett Johansson, c'est Morgan Freeman, voilà. Ils débarquent comme ça, ils se tapent Morgan Freeman et Scarlett Johansson, quoi. Merde, attends, et moi, je galérais, et voilà, quoi. Donc c'est fou. Quand même, si tu veux. Enfin, ils ont 2 ans, hein. Après, hein, c'est fini. Située à Saint-Denis, à 2 pas des studios de Paris, l'école de la Cité compte 120 élèves pour 2 promotions et 2 spécialités, le scénario et la réalisation. Cofondatrice de l'école, Isabelle Agide s'est lancée dans ce projet, un pari fou répondant aux besoins de l'industrie du cinéma.
C'est un projet qui a été monté par Luc Besson. Il a su réunir autour de la table des partenaires qui ont permis la création de cette école via le biais du mécénat. Le projet de l'école de la Cité est né d'un double constat. Le premier, c'est d'un besoin des professionnels du secteur qui sont les sociétés de production, télé, cinéma, etc., d'un besoin d'avoir des scénaristes et des réalisateurs formés, opérationnels sur le marché. Et l'autre constat, c'est que l'offre de formation existante aujourd'hui propose soit des filières universitaires plutôt théoriques, des filières sélectives ou des filières privées donc payantes, et nous on a décidé de s'insérer dans un petit créneau qui est d'être professionnalisant, gratuit et sans condition de diplôme. À défaut d'avoir une reconnaissance d'État à ce jour, on peut dire quand même qu'il y a une reconnaissance du secteur et des professionnels. Grâce à la reconnaissance du milieu et un réseau important à la clé, l'avenir de Bawal et de ses camarades s'annonce radieux, et l'école de la Cité n'est pas prête de baisser le rideau. Eux n'ont pas choisi l'école de la Cité et pourtant ils connaissent déjà le succès. Norman, Cyprien ou encore Hugo tout seul affolent les compteurs avec leurs vidéos retraçant les thèmes du quotidien. La toile est devenue un tremplin culturel qui ouvre même parfois les portes du cinéma ou de la publicité. Pour Niata TV, la nouvelle chaîne de vidéos YouTube, c'est peut-être le début de la réussite. Lou Verschin et Cécile Deschamps ont rencontré pour nous les nouveaux rois du web. Avec 5 millions de vues en moyenne par vidéo sur YouTube, les nouveaux humoristes font un carton sur la toile auprès des jeunes, un phénomène culturel en vogue. Quand certains font le buzz à l'image d'Hugo et Norman, d'autres peinent un peu plus à se faire connaître du grand public. Ouais, Norman et Hugo tout seul. Ouais. Non. Norman et Hugo tout seul. Non, pas du tout. C'est droite. Lui là. C'est Norman. Ouais, Norman fait du jeu, c'est ça. Et si je vous dis Niata TV? D'accord. Tu vois pas c'est qui? Ça me dit rien du tout. Non, je le connais pas. Je vois pas ça, moi non plus. Salut les filles. Salut les filles. Comment ça va? Ah, ça va? Bah écoutez, mettez-vous à l'aise. Nous on vit comme ça chez Niata TV, donc si vous voulez faire faites-vous pareil, plaisir, pas de soucis. Rendez-vous pris chez Niata TV, rhabillés pour le tournage de leur nouvelle vidéo. Nicolas et Elias se sont lancés il y a quelques mois dans les vidéos comiques sur internet et sont prêts à tout pour connaître le succès. Voilà, bienvenue chez nous. QG de Niata TV. Exactement, bah écoutez, vous êtes les bienvenus. Il y a notre style. Ça sent un peu l'homme, hein, je suis d'accord, mais... On est à l'aise. Ouais, attends parce que la caméra est devant. C'est un vrai... T'as été sûr. Mais non, mais c'est normal en même temps. Ok, on coupera. Il y a beaucoup de chaînes YouTube qu'on admire depuis longtemps et on va dire que c'était un peu des exemples pour nous. On voulait nous aussi avoir notre propre chaîne YouTube pour partager notre façon d'être. Tout ce qu'on fait, même si c'est caricatural, même si c'est complètement débile, il y a toujours un fond de vérité. Et je pense que c'est ça qui est important, il ne faut pas tout inventer parce que s'il y a un fond de vérité, les gens ils se reconnaissent là-dedans et c'est ça qui fait rire, quoi. Ouais. Moi je suis chaud bouillant pour faire autant de la scène que du cinéma, que de la télé et tout. Après, faut voir en fonction des projets, mais ouais, 100%. Merde le bac, faut rendre toutes les corrections ce soir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes, 7 sur 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 26 lignes. Merde, je fais quoi? 1, 2, 3. On se rend compte qu'il faut quand même un peu de temps pour émerger, il faut avoir une audience très forte avant d'être repéré par les grands médias ou par les agences de publicité. C'est ce qui est arrivé à Norman. Des marques ont pu avoir envie d'aller les chercher pour leur proposer des rôles ou même pour les utiliser comme réalisateurs d'opérations promotionnelles. Bonsoir les kids. Ouh, c'est papa. Et
ce qui fait émerger certains plutôt que d'autres, c'est leur capacité à apporter de la nouveauté, à coller à l'époque, à être réellement en résonance avec ce qui est attendu. Et ça, c'est un tout, c'est réellement une personnalité, un travail particulier, quelque chose qui va différencier l'individu, que ce soit sur Internet ou que ce soit sur d'autres médias. Le Paname, célèbre bar parisien, accueille chaque semaine Norman et Hugo, dont le buzz suscité sur Internet était plutôt inattendu. En fait, ça venait complètement au hasard, comme deux gros débiles qui veulent faire des gags. Au début, c'était juste, on filmait avec notre webcam, tu vois. C'est les premiers Mac avec les webcams dedans, et voilà, on faisait deux colocs qui faisaient une connerie par sketch, quoi. Sinon, tu peux apprécier le soleil entre potes, ça se fait ça. Des gens font ça. Tu peux enlever ta main, s'il te plaît, Norman? Merci. Les deux, on fait du stand-up, donc du one-man show. Ici même, bon, et ailleurs et tout. Du cinéma aussi. Eh mec! Quoi? Y'a une meuf qui nous parle sur la page fan. Victoria Londet, tu connais? Non, elle a dit quoi? Salut les mecs! Est-ce que vous êtes célib? c'est des mecs qui débutent, je pense. Bah voilà, nous aussi, ce qu'on veut, c'était un peu brouillon au début. Avec ses dépenses et leur... Déjà, il faut pas prendre de drogue trop régulièrement. De temps en temps seulement. Ah mais bon voilà, faut que quand t'as un délire, il faut le faire instinctivement et pas trop essayer de faire à tout prix le buzz quoi. Suivre son instinct. Après il y a un truc, c'est le ouais aspiré. Il y a des mecs, quand tu leur parles et qu'ils t'écoutent, ils disent le mot ouais en aspirant de l'air. Ouais. Ouais. Premièrement, ça te donne un petit côté secrétaire ou Madame Pipi très dégueulasse. Deuxièmement, c'est bizarre parce que c'est le seul mot qu'on peut dire en aspirant. Jamais personne va faire ouais, et toi? Mais non, mais il faut faire ça par amour du game. Par l'amour de la planche, des planches. L'amour des planches, les enfants. La nouvelle génération d'humoristes du web a encore du pain sur la planche pour concurrencer les pionniers de ce nouveau genre. Hugo et Norman sont actuellement sur le tournage de leur prochain film avec José Garcia. Quant à Nicolas Elias de Niata TV, ils font déjà marcher leur carnet d'adresses en s'associant à Gonzague, youtubeur star de la caméra cachée. Elles sont anonymes mais vous les entendez au quotidien. Les voix off sont présentes dans les gares, les publicités ou encore dans les films lorsqu'ils sont doublés. Pourtant, avoir un bel organe ne suffit pas, il faut savoir le maîtriser. Nos journalistes Jérémy Ebras et Mélodie Méas ont plongé au cœur des coulisses des voix off. Géant de l'âge de glace, le royaume du tigre à dents de sabre. Sylvie Bariol est comédienne voix off, mais au commencement, ce n'était pas une vocation pour elle. Au départ, la passion, c'est le son, la voix, les histoires, les médias. Je faisais de la radio. Et puis en fait, voilà, la radio, c'est un travail de voix. Ça m'a mené naturellement à ce travail des voix pour le documentaire, la pub, les bandes annonces, etc. Ça s'appelle l'audiodescription. On essaie d'être le plus naturel possible pour être vraiment dans l'accompagnement du documentaire. C'est-à-dire que l'idéal, et pour un documentaire et pour un film, ce serait que les aveugles oublient que je suis là. Des mammouths avancent en file indienne. Un tigre bondit sur sa proie. Mais sur un travail comme celui-ci, je suis aussi auteur, c'est-à-dire que je travaille à toute la rédaction du processus et des textes là-dessus. C'est bien de bien connaître le texte, de savoir exactement comment il s'emboîte, comment il s'articule. Il bondit sur sa proie et l'enserre de ses pattes. Voilà, par exemple, là, c'est assez classique. C'est-à-dire que quand on voit l'image, on se rend bien compte de ce qui se passe. Mais au son, les personnes non-voyantes peuvent se demander qu'est-ce qui se passe. Ils entendent effectivement le lion qui rugit, mais ils n'ont pas l'action. Donc voilà, c'est dans ce genre de scène où il faut préciser ce qui se passe. David Gillette examine un crâne de glyptodon. Parce qu'une voix off a besoin de direction, elle est accompagnée d'un monteur. Face à son grand écran, Christophe Choprade travaille en binôme avec Sylvie. De leur synergie dépend la qualité du sujet final. On doit être un minimum partenaire et moi je dois être à l'écoute de sa façon de dire les choses. On se met d'accord avant l'enregistrement de où on va, quelle est la direction artistique qu'on doit prendre et elle la suit. Et puis moi je dois être vigilant à ce qu'on conserve cet axe-là et puis que techniquement aussi ça se passe bien. Il n'y a pas que dans les documentaires que les voix off interviennent. C'est aussi le cas dans le 7e art.
Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Parfois, les gens sont mauvais dans une chose et ils vont te dire, toi aussi, laisse tomber. Si tu veux quelque chose, tu peux l'avoir. Cette voix française qui se cache derrière Will Smith, c'est Greg Germain. Bienvenue, hein. Allez-y. C'est chez lui, en plein cœur de Paris, que Greg Germain nous reçoit. Avec plus de 2 décennies de doublage derrière lui, il connaît tous les rudiments de cet art. Et bien qu'il ait d'autres activités, le doublage tient une place à part. C'est pour lui un exercice qui doit être naturel. Vous disiez que ça faisait 20 ans que vous doubliez Will Smith. Ça fait, oui, 24 ans que je le double, effectivement, puisque je l'ai doublé pour la première fois en 89 ou 91 ou 90, je ne sais plus exactement. Et puis donc, au fil des années, j'ai vu évoluer l'acteur, évidemment le personnage, bien sûr. Et j'avoue que lorsque j'ai eu l'occasion de le rencontrer, voilà, c'est quelqu'un qu'on connaît. Évidemment, on se dit, ce type, je le connais. Non, attends une minute, Lisa. Laisse-moi t'expliquer. Si on était il y a 2 mois de ça, tu peux être sûr qu'en venant à cette fiesta, j'aurais eu des idées malhonnêtes. Mais ça n'est pas le cas en ce moment, je te le jure. Ce qui me plaît dans le doublage, c'est ce que j'appelle, moi, l'instantanéité de la chose. Moi, on m'envoie le film, je le regarde, puis ensuite, je rapporte le film, évidemment. Et là, pendant 5 jours, je vais entrer en création avec quelqu'un qui a déjà créé quelque chose. On m'a demandé de faire un essai pour Le Prince de Bel-Air, donc il y a 23 ans, je crois, 23 ou 24 ans. Et j'ai une faculté à alléger, à rendre ma voix beaucoup plus légère. Ce que j'ai fait à l'époque où il fallait le faire, n'est-ce pas ? Hey, salut ! Dis à ton pote Z que j'ai passé une matinée inoubliable et je te remercie toi aussi, mais tu peux me dire par où on sort ? Moi, j'aime bien quand quelqu'un dit oh, dis donc, t'as vraiment la même voix que Will Smith. C'est quoi la voix de Will Smith déjà ? Ben oui, mais c'est toi, mais putain, t'as la même voix que lui. Non, c'est ma voix. Et pour en parler, je reçois 2 invités que vous allez sûrement reconnaître par leur voix. Bonjour, Céline Monsara. Bonjour. Vous êtes comédienne et vous avez orienté une partie de votre profession dans le doublage de films. À vos côtés, on peut l'apercevoir dans de nombreuses pièces de théâtre, des séries télé. Et au cinéma, il prête quelquefois sa voix à de grands acteurs américains. Bonjour, Jean-Pierre Michel. Michael. Jean-Pierre Michel, c'est un sénateur, c'est pas du tout mon nom. Michael. Alors vous avez tous les deux orienté une partie de votre profession dans le doublage de films, mais il faut le rappeler, c'est important que vous êtes avant tout comédien. C'est pas une volonté, c'est tout d'un coup, il y a des choses qui s'offrent à vous, mais ça fait partie complètement de notre métier d'acteur, donc on ne s'est pas spécialisé. Non, on reste comédien. Voilà. Comédien, c'est un métier, une base, qui est le théâtre, qui est l'apprentissage. Et ensuite, elle se décline sur plein de choses différentes. Il y a de la pub, il y a des lectures, il y a du cinéma, de la télé, du théâtre pour enfants et du doublage, entre autres. Donc voilà, c'est tout. C'est une technique comme une autre de notre métier de base. Alors justement, comment est-ce que vous êtes choisi pour incarner la voix d'un acteur ? Est-ce que c'est le physique rentre en jeu, la qualité de la voix, le niveau d'acteur ? Je crois qu'avant tout, c'est une question de comédien, ouais, de tonalité, de justesse et de rapprochement par rapport à la voix originale, en général. Quelquefois, il y a des surprises, il y a des voix qui sont totalement différentes des voix originales aussi, et qui fonctionnent très étrangement. Céline ? Oui, non, je suis complètement d'accord. C'est vrai que c'est pas que... Alors, de temps en temps, il y a des particularités physiques qui font que ça colle mieux. Oui, bien sûr, mais sinon, c'est une question de jeu, surtout. Alors, justement, pour vous, on ne vous met pas assez en valeur dans le monde du cinéma. C'est pas un peu frustrant pour vous ? En Italie, par exemple, il y a une cérémonie équivalente aux Oscars. Mais pas en France. Et pas en France, non. Mais bon, moi je m'en fous de la cérémonie. Par contre, ce que je trouve en général un petit peu dommage, c'est que les voix françaises étant souvent la majorité de ce que les gens entendent par rapport au VO, elles soient souvent mises très très loin dans le générique, et si possible une fois que tout le monde est sorti. Alors que moi, personnellement, j'aimerais bien qu'en dessous, à la fin du générique, en dessous de l'acteur américain, soit marquée sa voix française, parce que ça apporte quelque chose à chaque acteur, en bien et en mauvais. Donc je suis assez d'accord, parce que ça responsabilise un peu les comédiens français sur
sur le doublage, sur le travail. Et les boîtes aussi. Ouais. Ouais, non, mais surtout que c'est une spécificité française parce qu'on est le plus gros pays qui double ses films par rapport aux autres films. Je sais pas. En Italie, c'est énormément de doublage aussi. En Espagne aussi. En Pologne aussi, énormément de Tchéquie. Enfin, tous les pays d'Europe ont leur industrie de. Alors, ils n'ont pas la même population peut-être, mais ils ont tous ils ont des doublages par contre très différents. En Russie, par exemple aussi, très différents. Ils font ou en Espagne de la voice-over, c'est-à-dire que vous entendez le film en VO et les voix par-dessus. C'est pas pratique. C'est pas pratique, mais ils sont habitués à ça. C'est une culture, donc ils se posent pas la question. Mais on est réputé en France pour avoir un doublage d'extrêmement bonne qualité. Mais ce sont pas les Français qui ont inventé la bande rythmo ? Il y a un truc comme ça, je crois. Je suis pas très sûre. Hein. Marcel Rythmo. Maintenant, Jean-Michel Rythmo. Jean-Michel Rythmo. C'était lui. Et vous vous sentez pas coupable du niveau d'anglais des Français, étant donné qu'on regarde mien, si. Pas Jean-Pierre parce qu'il parle couramment. Pourquoi coupable? Parce que dans les autres pays, ils regardent les films en VO. Et donc ils parlent beaucoup mieux français, anglais que les Français. Bah, écoutez, moi qui parle assez mal anglais, je vais voir des films en VO. Quoi. Je veux dire, il y a des sous-titres et je sais lire. Donc c'est quand même un avantage. Donc c'est quand même important d'entendre l'acteur dans sa langue originelle, nale. Mais il y a des gens qui en effet ont du mal à lire ou ont du mal à gérer ça et qui ne profitent pas des films. Et donc heureusement que la VF fait là pour eux parce que du coup, ils sont baignés dans un film beaucoup plus facilement. Et puis, il faut penser à nos chères têtes blondes, parce que quand on ne sait pas lire et qu'on est tout petit, on est bien content de... Les dessins animés, par exemple. Alors justement, j'y venais. Céline, on a la chance d'entendre votre voix dans Les Schtroumpfs, Dragon Ball Z, ou encore dans Nemo avec le personnage de Dory que j'aime particulièrement. C'est différent de doubler un film d'animation ? Oui, c'est différent. C'est différent parce que, d'une certaine façon, il y a quand même plus de liberté, même si on essaie quand même de coller à ce qu'a fait la voix originale. Mais oui, puis c'est quand même relativement amusant. Enfin, ça dépend des dessins animés, mais non, c'est très ludique. Ouais. Jean-Pierre, vous avez aussi doublé des films d'animation ? Oui. C'était différent aussi ? C'est très différent, mais c'est souvent justement beaucoup plus c'est plus expressionniste, c'est plus fort dans le jeu, donc c'est un truc très rigolo pour nous à faire. C'est beaucoup plus drôle, plus détendu. Ouais. Maintenant, ça travaille même dans l'excès souvent, forcément, puisque vous avez des dessins avec des caricatures, des mouvements énormes, des choses comme ça, il faut les remplir, il faut leur donner de la vie. Donc c'est une autre technique encore, mais c'est super agréable. Ouais. Et quel a été tous les deux votre plus beau souvenir de doublage ? C'est une question récurrente. C'est très difficile à répondre, parce qu'il y a des films qu'on a aimés... Est-ce qu'il y a par exemple un acteur que vous préférez doubler ou qu'un autre ? Bah, forcément, elle double Julia Roberts depuis 25 ans, donc elle a une certaine, j'imagine, proximité avec elle, comme moi avec Brad Pitt, et on aime bien les retrouver. Mais il y en a d'autres qu'on vous les avez rencontrés chacun Non. Julia Roberts ou Brad Pitt ? Non ? Vous aimeriez ? Bon, oui, mais qu'est-ce qu'on va leur raconter en même temps ? Pas une âme de fan, perso. Ouais. Mais puis en plus, enfin, pour ce qui concerne Julia Roberts, je crois qu'elle se contrefiche fou de je crois que ça sa les intéresse voix. Pas beaucoup. Il y a des acteurs, par exemple Daniel Douay qui double. Qui se soucie aussi de leur. Nicole Kidman l'a rencontrée. Au cours d'un tournage, elle s'est trouvée à Bruxelles, elle l'a rencontrée. Elles ont fait des échanges de mails. Oui. Et c'est une jolie histoire, quoi, parce qu'elle sentait vraiment qu'il y avait un intérêt. Mais en tout cas, pour ce qui me concerne, je pense que je pense pas qu'elle y attache un quelconque intérêt. Elle a tort. Mais chose. Mais une fois qu'on leur a dit bonjour, qu'est-ce que tu veux qu'on se raconte, quoi. Super. Il parle anglais. En plus, il est con, il parle pas français, c'est dans les lieux publics, est-ce qu'on vous reconnaît, par exemple à la boulangerie, bonjour madame, une baguette, vous êtes la voix de Julia Roberts ? Oui. Même chose pour vous ? Non. Peut-être parce que vous êtes... on vous retrouve sur plusieurs acteurs. Je suis plus caméléon. Elle a un truc très particulier, Céline. Magnifique, mais une identité extrêmement marquée que j'ai beaucoup moins. Et ce qui est dommage dans le doublage de films, c'est que vous n'êtes pas forcément côte à côte. Non. Alors qu'il y a des scènes où, par exemple, Julia Roberts parle à Brad Pitt et vous ne doublez pas ensemble. Pas forcément.
C'est pas plus difficile justement de... Non. Oh, ça dépend des scènes. Il y a des scènes où on aimerait bien avoir un partenaire. Ouais. C'est vrai que des fois, c'est un peu frustrant d'enregistrer seul, mais c'est aussi une question d'habitude. Hein. C'est pas rédhibitoire. Quelquefois, c'est bien de ne pas l'avoir non plus. Oui, ça dépend des partenaires. Merci en tout cas à vous deux d'être venus sur ce plateau. J'étais ravi, c'était très sympathique. Eh ben, merci. Merci. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. On se retrouve l'année prochaine, d'ici là passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Je finirai cette édition sur une citation d'André Malraux. La culture ne s'hérite pas, elle se conquiert, ne l'oublions pas. À bientôt. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci d'avoir suivi 100% Culture. Et bonne fête. À bientôt.